Bonjour, je suis Stéphanie Laguinier, la fondatrice de Meredith Santé. C'est une plateforme qui a été créée pour rapprocher les professionnels de santé en établissement et en ville. L'objectif est de recréer du lien au sein d'un même territoire entre différentes spécialités pour mieux communiquer et améliorer les parcours de soins. N'hésitez pas à vous inscrire, vous pourrez développer votre réseau de professionnels de santé. Et en attendant, je vous souhaite une belle conférence. Bonsoir tout le monde, merci d'être présent. Effectivement, on va parler ce soir de l'évaluation isocinétique du genou avec deux points de vue. Un point de vue de chirurgien qui permettra d'interpréter un peu les résultats des examens et un point de vue de kinésithérapeute qui a la manière de pratiquer l'examen et surtout d'utiliser la machine pour une rééducation possible. Je me présente, Dr Fadia Boufara, donc je suis chirurgien orthopédiste à l'hôpital privé du Val d'Hyères et au centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges. Et effectivement, à mon côté, c'est monsieur Didier Chauvignon, qui est le chef kiné, qui est responsable un peu de l'exercice et surtout de la technique du biodex, effectivement, qui a pas mal d'expérience là-dessus. Et effectivement, il est kinésithérapeute dans le centre de rééducation et d'appareillage de Valenton, IRMA, Institut Robert Merle-d'Aubigné. Je pense le plan, ça va être Monsieur Chauvignon qui va parler un peu de la partie technique au niveau de l'examen. Moi, je parlerai une partie de la partie comment interpréter les graphiques, comment interpréter un peu le test. Et à la fin, il y aura peut-être quelques questions entre nous pour savoir un peu est-ce que cette pathologie ou ces pathologies qui peuvent être interprétées, est-ce que c'est utile, comment on peut l'utiliser dans la rééducation de tous les jours et surtout dans la rééducation de nos sportifs éventuels. Je laisse la parole à M. Chauvignon qui va se présenter et à partir de là, on va commencer le topo. Alors bonsoir et bienvenue à tous. Le docteur Boufara m'a présenté, je m'appelle Didier Chauvignon et je travaille dans un centre de rééducation fonctionnelle et d'appareillage avec des amputés. Je vais vous présenter la mise en place et la réalisation du test isocinétique du genou comme nous le pratiquons dans notre institut. Deux petits rappels avant de commencer, notamment au niveau du muscle. Les fibres musculaires sont classées en plusieurs types. Nous avons des fibres de type 1 qui sont appelées également fibres à contraction lente ou rouge. Ce sont des fibres qui sont riches en myoglobine et en enzymes oxydatives et elles vont intervenir surtout dans le travail en aérobie comme le sport d'endurance, les marathons, et elles sont très résistantes à la fatigue. A contrario, nous avons des fibres de type 2A et 2B. Alors elles se différencient de par leurs propriétés biochimiques. Elles sont également appelées fibres à contraction rapide ou blanches. Et contrairement aux fibres de type 1, elles sont recrutées lors d'efforts brefs et intenses, comme en athlétisme, le court, le sprint, les sauts, les lancers. Et elles sont vite fatigables par contre. Le rôle des muscles squelettiques est de mobiliser les segments osseux les uns par rapport aux autres. Ça, c'est une évidence. Et donc, en fonction des contraintes qui vont être appliquées aux segments osseux, eh bien, le travail musculaire sera différent. Ainsi, lorsque la résistance qui est appliquée sur le segment osseux est inférieure à la force musculaire sollicitée, ici, eh bien, le muscle va se contracter, il va se raccourcir, les points d'insertion vont se rapprocher, et là, on va parler de travail concentrique. A contrario, lorsque la résistance est supérieure à la force sollicitée par le muscle, eh bien, le muscle va également se contracter, mais il va s'étirer, s'affiner, les points d'insertion vont s'étirer, et on parle alors de travail excentrique. Et puis, lorsque la résistance qui est placée sur le segment est identique à la force musculaire sollicitée, le muscle se contracte toujours, mais cette fois-ci, il ne change pas de longueur, il ne modifie pas sa longueur, les points d'insertion ne varient pas, et là, nous parlons de travail isométrique. Alors, qu'est-ce que l'isocinétisme? Eh bien, dans le mot, il y a la définition, iso qui veut dire même, et cinétisme qui veut dire vitesse. Donc, c'est une méthode d'évaluation, mais également de rééducation de la force musculaire. Et cette méthode est réalisée, c'est sa particularité, à vitesse constante, parce qu'elle est asservie d'une résistance auto-adaptée
qui est faite par un dynamomètre isocinétique par rapport à la force développée par le patient. Ainsi, quelle que soit la force développée par le patient durant le test isocinétique, eh bien, la résistance de l'appareil va s'adapter à cette force. Et donc, la vitesse préalablement établie restera constante pendant toute l'amplitude. Alors, quel est l'intérêt du test isocinétique? Eh bien, tout d'abord, il est garant d'un travail maximal sur la totalité de l'amplitude. Cela à condition que le patient observe bien les conditions, et nous le verrons plus tard, qui lui ont été mentionnées pour la réalisation du test. Deuxièmement, c'est une évaluation qu'on peut dire de précise et objective parce que nous allons pouvoir en dégager à la fois des graphiques et des valeurs numériques. Le docteur Bouffara va vous détailler tout cela dans quelques instants. Elle nous permet également, le test nous permet de mettre en évidence des déficits au niveau des agonistes et des antagonistes, notamment sur le membre lésé, mais également en comparaison avec le membre qui est supposé sain. Et puis c'est une méthode reproductible et fiable parce qu'elle est réalisée selon un protocole très précisément établi. Et puis, en dernier lieu, l'interprétation du chirurgien ou du médecin qui va lire toutes ces valeurs permettra la mise en place soit d'un programme de rééducation adapté à la pathologie, ou alors de s'orienter vers une option chirurgicale. Alors, les tests sont réalisés le plus souvent en concentrique et en chaîne ouverte. Alors, bien évidemment, nous pouvons réaliser les tests en excentrique, mais concernant la chaîne ouverte, l'appareil isocinétique de marque Biodex que nous avons au centre ne permet pas de tester en chaîne fermée les ischio-jambiers. Par contre, les quadriceps pourront être testés. L'articulation la plus testée, en général, c'est celle du genou, mais on peut également tester les rotateurs d'épaule, rotateur interne, rotateur externe. On peut tester également les chevilles et l'articulation de la hanche. Alors, pour petit rappel, qu'est-ce qu'une chaîne ouverte? Eh bien, c'est un travail lorsque l'extrémité proximale est fixe, ici, fixée, et que l'extrémité distale est mobile. Et à l'inverse, une chaîne fermée, c'est lorsque l'extrémité proximale va être mobile et que l'extrémité distale sera fixe, en général au sol. Les tests de genoux sont réalisés la plupart du temps, en grande majorité, de manière bilatérale. Pourquoi je dis en grande majorité? Parce que dans notre centre, nous accueillons beaucoup de personnes amputées et il nous arrive de temps en temps de réaliser des tests isocinétiques sur un seul membre, par exemple lors d'amputations crurales. Ça nous permettra quand même d'avoir une valeur de référence pour la comparer après des séances de rééducation. Elle est comparative lorsqu'on la fait des deux côtés, bien évidemment, et on commence toujours par le côté sain de façon à avoir une base de valeurs supposées saines. Alors, quelques conditions sont nécessaires à la réalisation du test, notamment avoir des amplitudes articulaires complètes. Pourquoi? Parce que lors de vitesse rapide, les mouvements vont être tellement enchaînés qu'ils pourraient aller dans des amplitudes extrêmes, et si les amplitudes ne sont pas complètes, le test risque d'être douloureux et faussé. Bien évidemment, également, pas de fragilité osseuse ni musculo-tendineuse. Et puis, le médecin prescripteur veillera également à d'autres valeurs. Ici, la liste n'est pas exhaustive, mais bien évidemment, tous les problèmes cardiaques, épileptiques, les maladies vasculaires périphériques, l'athérosclérose, les anévrismes, la grossesse, les tumeurs malignes, rentre dans la liste des contre-indications. En ce qui concerne la chirurgie, eh bien, notamment pour ce qui concerne la ligamentoplastie, le premier test est réalisé autour du 4e mois, lorsque le transplant est correctement vascularisé. Et le deuxième test, après rééducation, eh bien, se situe entre le 6e et 9e mois. À noter également que pour ne pas fragiliser une plastie ou pour limiter le travail d'étirement sur un croisé qui serait partiellement rompu, nous avons la possibilité de placer un appui anti-tiroir antérieur lors du test au niveau de la TTA. De cette manière, lors du travail à vitesse lente, surtout du quadriceps, le déplacement du tibia sous le fémur sera limité. Avant le test,
surtout faire un échauffement cardiovasculaire, respiratoire et musculaire d'une durée moyenne de 20 minutes, alors sur un vélo, sur un rameur, sur un tapis de marche ou de course. Et, j'étais un petit peu rapide, je peux revenir en arrière, voilà. Pour la réalisation du test par lui-même. Alors, concernant l'installation du patient, le patient sera en position assise, le buste légèrement incliné, entre 15 et 20 degrés vers l'arrière, de façon à éviter une antéversion du bassin qui pourrait mettre en tension préalable les ischio-jambiers, qui pourrait s'avérer problématique lors de l'interprétation des tests, notamment concernant les ischio-jambiers et en course externe. Si la tension est trop importante sur les hypoextensibilités d'ischio-jambiers, l'amplitude ne sera pas complète et ça pourrait fausser le test. Le buste et le bassin seront sanglés. La cuisse et le tibia du côté attesté seront également sanglés. Le membre contralatéral, lui, restera libre de façon à utiliser à avoir une synergie naturelle lors du mouvement. Les mains seront croisées sur le torse afin d'annihiler toute compensation musculaire parasite par débordement d'énergie. Par contre, lors de la rééducation, vous voyez ici, le patient pourra conserver les mains sur l'appareil et le débordement d'énergie, le concept d'overflow, pourra nous aider à solliciter d'une manière beaucoup plus intense les quadriceps et les ischio-jambiers. Maintenant, ce choix, ça reste le choix propre à l'institut. D'autres examinateurs pourront demander aux patients de maintenir ou non l'appareil. Et puis, chose importante également, c'est d'avoir un alignement le plus précis possible de l'axe articulaire du genou avec l'axe du moteur du dynamomètre, de façon à travailler dans des circonstances tout à fait correctes articulaires. Donc, le sanglage du torse va se faire par deux sangles qui vont venir se croiser en avant du thorax au niveau du sternum. Et la sangle du bassin va éviter au patient, lors du test, qui recrute pas mal d'énergie, de glisser vers l'avant. L'axe articulaire du genou, on va l'aligner le plus possible et le plus exactement possible, plus précisément avec l'axe du dynamomètre. Alors, l'avancée ou le recul de l'axe articulaire se fera en mobilisant le dossier, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Et selon le volume musculaire du segment fémoral, nous pourrons également élever le moteur du dynamomètre ou l'abaisser. La cuisse attestée sera fixée, mais le segment tibial sera pesé initialement de façon à éviter le phénomène de gravité et avoir des valeurs vraiment très précises du quadriceps et d'ischio-jambier sans avoir le poids ajouté ou ôté au niveau pendant l'effort. Alors, désolé pour l'inclinaison de la diapositive, mais les mains vont être croisées sur le buste sans tenir la sangle, de façon à éviter tout débordement d'énergie et à centrer le travail uniquement sur les ischio-jambiers et le quadriceps. Le segment tibial sera immobilisé par un système de velcro, pareil. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, nous pouvons également mettre un contre-appui antérieur en partie proximale du segment tibial, de façon à éviter une éventuelle avancée du tibia lors du travail quadricipital. Avant de réaliser le test, le patient est initié à celui-ci. Nous allons lui expliquer la manière dont va se dérouler le test, les différentes vitesses auxquelles il va être confronté. Il y aura 3 vitesses, nous allons le voir. Et puis les temps de repos auxquels il aura droit, 1 minute. Et surtout les consignes concernant à la fois les amplitudes qu'il devra avoir au maximum, les amplitudes d'extension et de flexion, et l'engagement physique à maintenir tout au long du test, à la fois sur la vitesse, sur la force à développer et sur toute l'amplitude. Parce que le non-respect de ces consignes pourrait invalider le test. Le docteur Aboufara va vous parler d'une certaine valeur qui devra être comprise dans un certain pourcentage pour que le test soit validé.
Les tests sont généralement réalisés à 3 vitesses. Alors, nous commencerons par une vitesse moyenne, 180 degrés seconde, de 10 répétitions. C'est une vitesse qu'on va dire confort, qui n'est pas trop agressive et qui permet aux muscles de continuer l'échauffement avant de rentrer dans le dur avec une vitesse lente de 90 degrés seconde pendant 5 répétitions, où là, l'effort sera beaucoup plus important. Et pour vous donner une idée, voilà, le 90 secondes représente le passage à la verticale du segment tibial jusqu'à l'horizontale en 1 seconde, et cela quelle que soit la force développée par le patient. Et nous finirons par une vitesse rapide de 300 degrés seconde pendant 15 répétitions pour aller tester l'explosivité du muscle. Voici ce que ça peut donner en rééducation. Après avoir fait essayer les 3 vitesses au patient, celui-ci va être placé sur une vitesse à 180 secondes. Le départ se fera jambes tendues de façon à ce que la première répétition soit identique aux répétitions suivantes, déjà dans un mouvement de déplacement. Là, nous avons choisi de stimuler le patient et de lui demander de visualiser son feedback. Maintenant, c'est un choix. Encore une fois, c'est un choix, hein. Le principal étant de maintenir ce protocole. Et là, ça fait 30 ans que nous maintenons ce même protocole. Nous avons une base de données assez importante pour comparer beaucoup de tests. La deuxième vitesse, on se voit tout de suite que là, l'effort est plus intense. Le patient force beaucoup plus le mouvement en 1 seconde. Voilà, le segment tibial passe de la verticale à l'horizontale. 5 répétitions. Et là, il y a un recrutement très, très important des fibres musculaires. Et puis la dernière répétition, donc c'est beaucoup plus rapide. Ça paraît plus confort pour le patient, mais par contre, il faut vraiment lui dire de continuer l'effort du début à la fin. Sur 15 répétitions, il faut les maintenir, et surtout dans toute l'amplitude. Alors, la fiabilité et la reproductibilité du test. On en parle parce que comme il existe différents types et marques de dynamomètres, là, nous allons parler du test Biodex, mais il existe d'autres marques, sans faire de publicité, Cybex et beaucoup d'autres, ce qui implique une nécessité absolue, pour une bonne fiabilité, de standardiser la réalisation du test. Si possible, avoir le même examinateur. Si on peut dédier une personne au test isocinétique, c'est l'idéal. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas. Et il faut à ce moment-là mettre en place un protocole et établir ce protocole de façon très précise concernant l'installation, les vitesses, le nombre de répétitions, les temps de repos, savoir si on stimule ou non le patient et savoir si on lui fait regarder ses contractions. Maintenant, au niveau des résultats, alors plusieurs paramètres vont être étudiés. Les plus étudiés sont les déficits, bien évidemment, du quadriceps et des ischio-jambiers, alors côté lévé, bien évidemment, mais également en comparaison avec le côté qui est supposé sain, pour avoir une base de référence de façon à avoir une musculature équilibrée et à retrouver le niveau initial du patient, même s'il n'y a pas d'intervention, et a fortiori s'il y a eu une intervention chirurgicale. Et puis, l'analyse des courbes de leurs accidents. Alors, les accidents de courbe, le docteur Aboufara va bien vous les détailler. Ils peuvent être liés soit à l'inhibition réflexe musculaire, qui peut être d'origine articulaire, douloureuse, tendino-musculaire. Les valeurs quantitatives les plus étudiées, eh bien, nous avons en premier lieu le moment de force maximale qui est exprimé en newton-mètre. Il est appelé dans la littérature le peak torque, c'est le sommet de la courbe, là où il y a eu le plus de travail. Et là, nous voyons que c'est le peak torque, le moment maximal du quadriceps, ici, et là, ce sont les courbes des ischio-jambiers. La puissance maximale, qui est le facteur force multiplié par vitesse, qui est exprimé en watts, qui nous renseigne sur beaucoup de choses également, et le travail total également. Alors, le travail total, c'est l'aire de la courbe. Le docteur Aboufara va détailler également tout ça. Toute l'aire de la courbe, du quadriceps et des ischio-jambiers. Autre valeur également, qui est très importante, c'est le rapport agoniste-antagoniste au niveau des moments maximum. Là, on a le moment maximum du quadriceps avec un accident de courbe ici, et le moment maximum des ischio-jambiers également avec un accident de courbe. Donc, le rapport ischio-jambier divisé par quadriceps nous donne un ratio très important qui diffère selon les différentes vitesses. Nous les détaillerons plus tard. Les études de courbe, alors nous pouvons d'une manière très précise renseigner le médecin prescripteur ou le chirurgien
avec des curseurs qui peuvent se déplacer pour nous donner une valeur très précise de la position de l'articulation dans l'espace au moment où il y a un décrochement, et de savoir exactement à l'aide d'un autre curseur à partir de quel moment le muscle reprend sa contraction. Ces valeurs pourront être utilisées par le chirurgien, peut-être pour faire des examens complémentaires dans ces secteurs, imaginons sur des radios dans un secteur bien précis qui pourront nous renseigner sur une pathologie. Et puis, l'intérêt également du logiciel de ces machines isocinétiques, c'est que nous pouvons superposer autant de courbes que nous voulons. Ici, par exemple, nous avons superposé les courbes réalisées à 180 degrés du quadriceps à la deuxième contraction 180 degrés, du quadriceps sain et du quadriceps lésé. Enfin, du genou sain, pardon, et du genou lésé. Et là, également, nous pouvons également, pour voir la fatigabilité, superposer toutes les courbes, des 10 courbes de 180 degrés, et nous verrions qu'il y a une fatigue au travail régulière. Voilà, je laisse maintenant la place au Dr Bouffara qui va vous détailler précisément toutes ces valeurs. Merci Didier. Effectivement, je te remercie d'avoir toute cette possibilité. Et effectivement, comme on avait dit, le test pourra être utilisé dans un but diagnostique comme il peut être utilisé pour un but thérapeutique. Effectivement, diagnostic, mais ça serait que des orientations. Surtout, il ne faut pas le considérer comme une imagerie qui est parfaitement bien objective. Non, c'est simplement une orientation pour dire peut-être on est en présence d'un facteur qui peut expliquer les douleurs, quelques douleurs du genou, quelques douleurs, par exemple, de pubalgie, quelques douleurs au niveau de la hanche et ainsi de suite. Effectivement, le but thérapeutique, ça permet aussi d'orienter le kiné et le rééducateur par rapport à ces efforts qu'il faudra faire et par rapport à ces différences qu'il faudra corriger. Effectivement, ils peuvent déterminer la force absolue de ces groupes musculaires, la force relative en fonction du sexe, de l'âge, de l'activité sportive, du poids, en fonction aussi de l'équilibre par rapport des uns aux autres, c'est l'exemple l'ischio par rapport au quadriceps, ça peut être aussi la ceinture scapulaire, les rotateurs internes par rapport à des rotateurs externes qui peuvent être sollicités lors de plusieurs activités sportives et surtout aussi par rapport à un côté gauche et droit dont la possibilité d'un examen comparatif pourra être examinée. Les indications sont multiples, comme on avait dit, pathologie scapulaire, douleur au genou, syndrome douloureux fémoro-patellaire, lésion du col latéral médial, des problématiques de ligaments croisés. Est-ce qu'il y a une bonne rééducation qui a été faite? Est-ce qu'il y a un déséquilibre persistant? Est-ce qu'on a parfaitement bien repris un équilibre correct entre quadriceps et ischio qui permet une reprise sportive? Est-ce qu'il y a des déchirures musculaires qui ont guéri? Est-ce qu'il présente toujours des déséquilibres présents? Et ainsi de suite. Le test est important, il sera effectivement fait comme M. Chauvignon en a parlé, selon un protocole précis pour que ça puisse être parfaitement bien établi. Résultats de tests sont souvent donnés en numérique et surtout en graphique. Et effectivement, cette possibilité-là permet de dire vraiment, est-ce qu'on a quelque chose qui concerne un peu ce genou, qui correspond parfaitement bien à sa pathologie. Notion très importante, il faudra faire une variabilité entre la meilleure contraction et la moins bonne, ce qu'on appelle la coefficient de variance. Et ce coefficient de variance, habituellement, il faut qu'il soit inférieur à 15% pour qu'on puisse être un examen fiable. Parce qu'effectivement, ça permet effectivement de vérifier est-ce que le patient il a parfaitement bien équilibré un peu son test, est-ce qu'il a participé pleinement à ce test ou simplement il a simulé. Je ne parle pas parfois des simulateurs effectivement par un accident de travail par exemple qui permet de faire la part des choses, de dire est-ce que l'effort qui a été consenti sur ce genou est tout à fait régulier ou simplement il a été un peu irrégulier parce qu'il y a d'autres facteurs qui s'agissent dessus. Surtout, gardez en tête ces 15% de variation qui permettent de savoir est-ce que ce test est fiable ou non. Par exemple, par ce type particulier, c'est un test à 7,8, donc il est parfaitement bien fiable.
Dans les tests isocinétiques, comme on avait vu avec M. Chauvignon, on peut les faire à une vitesse lente, vitesse moyenne, vitesse rapide. La forme de courbe, parfois, ça change, mais surtout, une valeur qui est parfaitement bien voir, c'est simplement le temps d'accès à la force maximale. On va diviser le cadran de 90 en 30, 30 et 30 degrés. Si la force maximale est obtenue dans le premier tiers, ça veut dire qu'il a fait un effort qui est magnifique à ce niveau et qui permet de descendre après. Par contre, s'il tarde à avoir un maximum que dans le secteur 30-60 ou 60-90, ça veut dire effectivement il y a une performance diminuée par rapport à ce muscle et effectivement, il faudra voir un peu, est-ce qu'il y a un retard au niveau de du stimuli musculaire ou simplement où il y a une amyotrophie ou une nette diminution de sa force musculaire correspondant à cette courbe-là. C'est important aussi de voir un peu la partie ascendante, comme on avait dit, mais surtout la partie descendante. C'est une courbe d'un quadriceps en concentrique. Effectivement, on voit que le moment de la force augmente pour arriver à un stade, par exemple dans le premier tiers comme ici, mais à partir de là, elle descend d'une manière convexe. Ça veut dire que la contraction musculaire diminue progressivement. Par contre, il y a certains genoux où effectivement la contraction monte, mais pour descendre, d'un seul coup, elle descend. Ça peut être aussi une inhibition réflexe des muscles à ce niveau. Par exemple, un genou qui est une lésion du ligament croisé antérieur, on arrive bien à stabiliser le quadriceps, mais d'un seul coup, hop, il y a une inhibition, ça diminue d'une façon très importante à ce niveau. Ça serait utile aussi pour rééduquer, pour avoir une forme de courbe qui correspond parfaitement bien à ce qu'on veut. Deuxième chose, c'est qu'au niveau de l'examen, on peut comparer les quadriceps aux ischio-jambiers à une vitesse, par exemple, une vitesse là, et effectivement, à partir de là, on a quelque chose qui va être signalé. C'est un protocole isocinétique bilatéral, droite-gauche par exemple, un mouvement entre l'extension et la flexion, et effectivement, avec une contraction concentrique. Dans ces positions, on essaye de voir un peu plusieurs répétitions, et à partir de là, on peut avoir un pourcentage du moment max qui a été obtenu. Ici, dans cet exemple précis pour ce patient, c'est un patient qui a été rééduqué après une ligamentoplastie, mais il a bien rééduqué son côté lésé, c'est pour ça ce qui est en rouge, mais en même temps, il a oublié un peu de rééduquer l'autre côté, ce qui explique un déficit négatif à ce niveau, parce qu'effectivement, il a bien rééduqué son quadriceps du côté lésé, par contre, il a toujours un déficit des ischios du côté opéré. Effectivement, on peut calculer aussi le moment maximum par rapport au poids, c'est un pourcentage, et c'est pour ça que c'est très important d'avoir la taille, le poids, le sexe aussi, parce que ça permet d'avoir pour la machine des valeurs qui sont des valeurs de moyenne et qui, pour comparer un peu, est-ce que ce monsieur, par exemple, il peut parfaitement bien augmenter sa puissance parce qu'il n'est pas encore à la valeur moyenne, et ça veut dire que la rééducation peut être bénéfique encore pour lui pour arriver à un stade moyen par rapport à sa taille et son poids. On peut calculer aussi la puissance moyenne et à partir de là, on voit un peu par rapport à la puissance moyenne, par rapport au côté opposé, est-ce qu'il y a vraiment un déficit ou non, comme on avait expliqué tout à l'heure. Donc effectivement, de ce patient-là, il a effectivement un bon travail du côté lésé, par contre, moins de bon de travail du côté qui est normal, soi-disant sain, donc il faudra effectivement rattraper un peu cet déséquilibre-là. Aussi, on peut voir aussi à quel moment et à quel angle il a pu obtenir son travail maximal. Ça, on le verra plus tard sur une autre courbe. En continuant, on peut voir le moyen maximal et effectivement, pour voir un peu le rapport entre agoniste et antagoniste. Effectivement, il y a des rapports différents selon la vitesse, selon la taille, selon effectivement la force qui ressort. Une autre notion importante à voir aussi, c'est la notion de travail total. Ce travail total, effectivement, peut être entre droite et gauche, effectivement avec un rapport de différence, mais surtout ce qui est important, c'est qu'on peut sur cet appareil essayer de voir le travail du premier tiers, le travail du troisième tiers. Et effectivement, on voit que dans le travail du premier tiers, il y avait une valeur,
que ce soit droite ou gauche, un travail du troisième tiers qui est moindre ici, donc ce qui fait qu'une fatigabilité au travail en pourcentage des valeurs qui correspond à 35,6 et à 27 par exemple du côté contralatéral, la même chose qui peut être faite au niveau des ischios. Ça veut dire effectivement c'est un patient qui a bien travaillé ses muscles, mais malheureusement ces muscles ne continuent pas à se contracter correctement et à partir de là, la fatigabilité au travail explique des instabilités à l'effort, des douleurs à l'effort et qu'on n'a pas équilibré encore malgré la rééducation qui a été effectuée. Pour ça, on peut voir toujours en fonction du poids, est-ce qu'il y a vérifiablement par rapport à ça, la force qui a été faite, ça correspond parfaitement bien à la moyenne par rapport à son poids et par rapport à sa force. Les courbes peuvent être aussi vérifiées. Comme il a dit M. Chauvignon, on peut faire une superposition des deux courbes, par exemple du côté droit, côté gauche, soit côté sain, côté lésé. On part toujours sur l'exemple précédent où le côté lésé a été bien rééduqué avec des petites irrégularités de la courbe, une descente de la courbe et la courbe des ischio-jambiers. Pour comprendre les courbes, là, le moment, la force du quadriceps augmente et à partir de là, il va arriver à une force maximale et quand il arrive à la force maximale, il va diminuer sa force jusqu'à 0 et à partir de là, il va repartir, les ischio-jambiers, ils vont partir en contraction, flexion, extension. Regardez la courbe verte qui correspond aux angles de 0 à 120 degrés. Ça veut dire que si on passe sur la courbe, par exemple, on voit que le pic maximum, il est là, on va descendre une verticale et cette verticale-là, elle va correspondre à 60 degrés de force. Donc, à 60 degrés, on a un pic maximal qui se fait. On peut vérifier aussi avec l'angle qui est à ce niveau, à quel niveau il y a l'artefact de la courbe. Ça veut dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici, par exemple, si on regarde à 90, et à partir de là, on va regarder l'ischio-jambier qui commence sa contraction. Pour côté sain, il commence tout de suite, il remonte en force. Côté lésé, qui était le côté rouge, qui est meilleur en quadriceps, et là, on voit qu'il y a un petit retard sur les ischio-jambiers, et ce qui fait qu'effectivement, la force des ischio-jambiers, elle est un peu décalée, ce qui explique un certain déséquilibre parfois. C'est important aussi de voir la forme de la courbe. Regardez cette courbe-là normale, de ce côté, qui est à ce niveau. Cette courbe peut descendre, effectivement, d'une manière brute, comme ici, comme on avait expliqué tout à l'heure. Ça veut dire que la force augmente, et d'un seul coup, la courbe elle devient convexe parce que ça diminue avec une contraction musculaire qui est persévérée. Par contre, il y a des exemples, par exemple une instabilité du ligament croisé, on arrive à augmenter la force et d'un seul coup, hop, la courbe elle descend mais en concave. Et à ce moment-là, cette partie-là se fait en sorte que le muscle se contracte le moins et à partir de là, il y a une perte de charge au niveau du muscle. Quand il y a une atteinte osseuse associée, parfois il y a des douleurs, parfois aussi des muscles qui n'ont pas été bien rééduqués. Regardez une courbe normale, on arrive à un pic maximal à ce niveau. Une fracture du fémur proximal, par exemple, on arrive toujours à avoir de la contraction, mais à un certain moment, hop, ça fait mal et à partir de là, ça diminue la force. Quand on a effectivement une courbe effectivement qui est très basse, ça veut dire qu'il y a une amyotrophie et on n'arrive pas du tout à avoir une force musculaire correcte à ce niveau. Quelque chose de très important, le quadriceps il se contracte, il augmente sa force, d'un seul coup il descend et à partir de là, les ischios ils vont remonter. Regardez cet espace qui est là. C'est un espace effectivement qui signifie que le quadriceps, dès qu'il termine sa contraction, les ischios prennent la relève. Regardez cette courbe, les quadriceps contractent, artefact, il descend, mais là, hop, il y a quelque chose qui se passe, un retard à l'allumage des ischios. Regardez l'espace qui est là et qui fait que les ischios ne sont pas bien, qui ne se contractent pas correctement au même moment. Au lieu d'avoir un V, on a un aspect qui est en U. Et effectivement, cet aspect-là, ça signifie soit qu'il y a quelque chose de réflexe qui inhibe les ischio-jambiers, comme une lésion du ligament croisé par exemple, qui retarde un peu les ischio-jambiers à la contraction, comme ça peut être un problème neuromusculaire qu'il faudra étiqueter. Peut-être aussi le nerf neuromusculaire qui correspond aux ischio-jambiers, L4 par exemple, il y a un petit retard qui fait qu'il y a un petit retard sur ces ischio-jambiers. Ça serait
intéressant de vérifier un peu ces courbes et de vérifier un peu la diagnostic étiologique. Je ne dis pas qu'effectivement c'est un diagnostic à 100%, mais c'est une orientation diagnostique pour dire attention, ce genou qui est douloureux, ça peut être autre chose que la mécanique, ça peut être un problème neurologique associé qu'il faudra vérifier. Parce qu'effectivement, à ce niveau, c'est très important de savoir si vraiment il y a des lésions importantes ou non. La forme du courbe aussi permet de voir, par exemple, une courbe qui monte, un petit artefact, elle redescend et les ischio-jambiers. Quand il y a une amyotrophie, à partir de là, les deux muscles ils vont être diminués. D'une manière générale, les deux courbes seront identiques aux autres. Par contre, s'il y a une lésion ligamentaire qui apparaît, regardez l'artefact, il se fait au pic maximal, tandis que là, il y a un artefact qui se fait à un certain moment, quand il remonte, et à partir de là, ça diminue un peu la contraction, et hop, ça repart. Ou un aspect en double bosse. Et ça serait effectivement des problèmes effectivement, où il y a la contraction musculaire qui est diminuée par une laxité, par un problème ligamentaire associé qui explique une perte de charge au niveau du muscle quand il se contracte. Par exemple, cette courbe, elle est parfois quand il y a un genou déficitaire en ligament croisé, et à partir de là, effectivement, on a une courbe qui ne peut pas remonter très haut, un retard aux ischio-jambiers, et on verra ça tout à l'heure. Une autre partie de la courbe, vous connaissez toujours la courbe normale, comme on avait dit, regardez l'aspect de cette courbe. Effectivement, on remonte, mais d'un seul coup, on a l'impression que ça diminue la force, ça repart et ça redescend. Effectivement, on a une courbe en bi, comme un chameau, par exemple, à son deux bosses, bibosses. Et effectivement, il faut savoir que quand il y a une dysplasie, une subluxation rotulienne, ces courbes-là peuvent apparaître comme ça. Toujours à se dire que la première bosse est plus haute que la deuxième bosse. À différencier de cette courbe-là. Là, vous voyez, la première bosse, elle est petite, et là, la deuxième bosse plus importante. Ça, c'est le courbe d'implica, par exemple. Parce que la force du quadriceps, elle augmente. D'un seul coup, on arrive à un stade où l'applica s'interpose, ça fait mal, le muscle se décontracte, et à partir de là, on reprend, parce que la rotule, elle est passée le plica, et à partir de là, la force remonte, elle redescend, et les ischio-jambiers qui recommencent à ce niveau. Et effectivement, cette double bosse qui est différente entre une subluxation patellaire et une plica peut orienter un peu le diagnostic. Quand il y a des lésions cartilagineuses de la rotule, parfois le quadriceps ne peut pas forcer parce qu'effectivement, c'est lui qui prend en plus. On a des irrégularités de la courbe, des irrégularités sur les ischios, on ne sait pas trop, et une diminution de force du quadriceps qui fait en sorte que si on examine, à partir de là, c'est le cartilage ici, le cartilage de la rotule qui explique un peu l'anomalie de la courbe présentée. Une lésion méniscale peut aussi faire des artefacts au niveau de la courbe. Ce n'est pas spécifique, mais ça signifie effectivement que la contraction musculaire ne se fait pas correctement. Un genou, par exemple, ligamentaire, ligamentoplastie, avec un aspect qui ne remonte pas et qui reste en plateau et qui peut descendre d'un seul coup, vérifiez quand même si le mur méniscal n'a pas été touché, qui explique un peu cette courbe-là. Et quand il y a une atteinte neurologique, on avait vu soit que la courbe, elle augmente et elle descend les ischios, un aspect en V, et là, c'est un aspect en U, ça veut dire qu'il y a un retard à l'allumage des ischio-jambiers, et effectivement, ça permet de diminuer la force à ce niveau, on a moins de force, mais surtout qu'il y a un retard et un déséquilibre qui fait une instabilité au niveau du genou lors de l'appui. Merci à M. Masson-Étienne qui a fait une thèse qui correspond effectivement à l'évaluation isocinétique des muscles extenseurs et fléchisseurs du genou chez les footballeurs de haut niveau. C'est très intéressant à lire et effectivement, il y a des courbes qui peuvent expliquer ce qu'on avait expliqué actuellement, des courbes à vitesse lente, des courbes à vitesse rapide, l'explication un peu les choses, mais surtout, comment on peut utiliser ces courbes en prévention. On s'est aperçu, par exemple, quand on travaille avec un déséquilibre des ischio-jambiers, s'il y a un déséquilibre des ischio-jambiers, on a 16% de lésions chez des footballeurs de haut voltige. Par contre, si on fait travailler dans la saison ces ischio-jambiers pour rétablir l'équilibre, et à partir de là, on n'a que 5% de lésions. Et on sait que les claquages des ischio-jambiers, c'est les claquages qui tardent trop à guérir à ce niveau. Regardons une courbe excentrique, par exemple. Ça, c'était concentrique. Et en excentrique, donc le muscle, le quadriceps, il se contracte, il s'étire jusqu'à arriver au maximum. Et à partir de là,
la chute directe de la force du muscle. Donc ça, c'est une courbe concentrique, ça, c'est une courbe excentrique. Ça, c'est normal. Parce qu'à ce niveau, quand le muscle est étiré au maximum, on a comme un coup de couteau qui se fait sur la courbe, ce qu'on appelle le clasp knife reflex. Et effectivement, ça décrit parfaitement bien pourquoi on arrive en excentrique à avoir une perte de charge musculaire à ce niveau. Habituellement, on teste les ischio-jambiers en excentrique parce qu'ils travaillent parfaitement bien dans cette position, et le quadriceps en concentrique parce qu'il travaille parfaitement bien dans cette position. Dans cette thèse, effectivement, est-ce que la Ligue 1, par exemple, qui sont des joueurs pros, ils ont 87% d'appareils de type Biodex, de type isocinétique, dans leur club, et que leurs médecins, leurs kinés, permettent parfaitement bien de cibler un peu la pathologie de leurs joueurs. Et même plus, effectivement, si au cours de l'entraînement, au cours des entraînements, ils n'ont pas pu récupérer leur gland, est-ce qu'ils simulent, est-ce qu'ils sont parfaitement bien au plan d'équilibrer leurs genoux ou non, pour éviter des lésions, parce qu'effectivement, la moindre absence au niveau d'un club, ça fait sentir un peu la différence au niveau de l'équipe elle-même. Et effectivement, il y a des protocoles d'évaluation qu'il faudra comparer. Monsieur Chauvignon en a parlé du protocole qu'on utilise ici dans l'Institut pour vérifier un peu nos genoux à nous. Mais effectivement, il y a d'autres protocoles et l'intérêt, c'est d'avoir des protocoles identiques pour qu'on puisse être parfaitement bien par rapport à l'évaluation de ce genou. Là, par exemple, le protocole qui a été mis dans cette thèse, c'est 3 répétitions à vitesse lente, 5 répétitions à vitesse moyenne, et puis 3 répétitions à vitesse très lente à ce niveau, mais ça en excentrique pour les ischios, concentrique pour le quadriceps. Et effectivement, s'il y a une asymétrie supérieure à 15%, on parle d'un problème de déséquilibre du genou, avec des ratios unilatéraux, par exemple, à vitesse lente, vitesse rapide et moyenne, il faut qu'il y ait un ratio qui est pareil, qui sera moindre que chose. Il faut mettre ce test isocinétique au centre de la chirurgie, des tests cliniques, la rééducation, ce qui permet, dans des centres de rééducation aussi, d'avoir un test qui permet de contrôler l'évolution, de contrôler le retour au sport pour éviter, s'il y a un problème de retour au sport, la lésion itérative d'un genou. Je laisse M. Chauvignon compléter un peu pour expliquer un peu l'intérêt de la rééducation avec l'isocinétique. Oui, évidemment. Alors, les déficits qui ont été mis en évidence vont nous permettre de cibler les muscles à renforcer, savoir s'il s'agit plus à renforcer des ischio-jambiers, c'est souvent le cas, malheureusement, de choisir la vitesse à laquelle nous allons travailler pendant la rééducation, et ça sera en fonction de l'activité sportive pratiquée. Encore une fois, on ne va pas éduquer de la même manière un haltérophile qu'un sprinter ou qu'un coureur de fond. Et puis, le choix du secteur articulaire à prioriser, comme le Dr Bouffara nous l'a expliqué, dans certaines pathologies, dans les syndromes douloureux fémoro-patellaires, eh bien, il y a un secteur qui est douloureux, qui correspond à l'accident de courbe. Eh bien, avec l'isocinétisme, on va pouvoir travailler en deçà et au-delà du secteur douloureux, de façon à diminuer cet espace et voire à l'annuler. Et puis l'intérêt de ces machines isocinétiques, c'est l'utilisation du feedback visuel qui va nous permettre non pas seulement de faire du muscle bête et méchant et d'augmenter la force, la puissance, tout ce qu'on veut au niveau du muscle, toutes les qualités, toutes les propriétés du muscle, mais surtout de faire en sorte que le patient puisse avoir un contrôle neuromusculaire de sa contraction. Il suffira pour ça de placer 2 cibles, enfin 2 lignes qui permettront de créer une cible de travail dans laquelle nous demanderons aux patients de faire soit du travail concentrique, soit excentrique, soit isométrique, tout en respectant ce contrôle musculaire. Et cela lui permettra d'augmenter sa proprioception et d'avoir un geste sportif plus approprié et d'éviter bien souvent une récidive de l'accident. Juste pour terminer, je vous ai parlé tout à l'heure de l'Institut Merle-Minier à Valenton, au sein duquel nous pratiquons ces tests. Juste pour vous dire que nous possédons un plateau technique
d'un peu plus de 1000 mètres carrés avec beaucoup d'appareils, effectivement, une piscine, une balnéo, un gymnase et notamment nous sommes équipés d'un plateau d'analyse de la marche avec des capteurs au sol et la possibilité de mettre également, vous voyez, c'est un monsieur qui est malheureusement amputé des articulations de hanche, qui est appareillé et sur lesquels on a fixé des petits capteurs ici, lumineux, qui vont renseigner les caméras. Il y a 6 caméras dans la salle, associées à des capteurs placés dans le sol, qui pourront nous donner vraiment une analyse quantifiée de la marche, avec les appuis aussi bien du côté opéré que du côté sain, ou de l'aide technique, et qui nous donneront également des renseignements sur la dynamique de la marche, comment se passe sa marche, si la taille du pas est correcte. Voilà, donc pour vous dire que voilà, on a beaucoup de plaisir à travailler dans ce centre qui est magnifique et surtout en relation avec le Dr Bouffara et c'est très productif. Voilà, eh bien merci de votre attention et bon renforcement musculaire. Merci Didier. Merci à vous. Merci Stéphanie surtout pour Mérédith Santé, pour tout ce webinaire et l'organisation.